Valérie Chanzigo, vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages sur l'environnement, les rapports humains-non humains, et vous avez écrit, il y a déjà plusieurs années, cette histoire de l'illustration naturaliste, que je présente ici, qui étudie en fait les liens entre l'évolution des illustrations d'histoire naturelle suivant les techniques employées depuis la Renaissance en gros, jusqu'à nos jours. Et donc aussi bien voilà, la façon dont les techniques peuvent influencer le développement de ces illustrations. Alors on a parlé de Buffon, mais paradoxalement l'histoire naturelle, cet ouvrage monumental de Buffon, n'a peut-être pas eu un écho dans la culture générale aussi important qu'on peut le penser, en tout cas au moment de sa publication. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, on a l'impression, quand on regarde l'histoire naturelle, et surtout si on est français, que Buffon a une importance absolument considérable, alors que ce n'est pas le premier ouvrage important et majeur d'histoire naturelle, et ce n'est certainement pas le dernier. Il s'inscrit en fait dans quelque chose qui est apparu, qui s'est renforcé depuis la Renaissance, en sachant, il faudrait peut-être d'ailleurs s'arrêter sur ce mot d'abord, d'illustration. Quand on parle d'illustration, c'est vraiment quelque chose de particulier, ce sont les images qui apparaissent dans les ouvrages imprimés. Autrement dit, la grotte de Lascaux, ce ne sont pas des illustrations, ce sont des peintures, des gravures, mais on ne peut pas parler d'illustration. Vraiment, c'est intimement lié à l'essor de l'imprimé en Europe, et c'est d'autant plus lié à l'histoire de l'histoire naturelle que l'histoire naturelle va se développer sur le continent européen à la même époque, essentiellement, enfin, grandement alimentée par le livre. Ce n'est pas la seule cause qui explique le dynamisme de l'histoire naturelle. Il y a les voyages, il y a les intérêts économiques derrière ces voyages, le besoin d'inventorier le monde et les espèces utiles, mais il y a aussi des besoins de collection. Et tout cela s'appuie sur une production éditoriale extrêmement importante dans laquelle il y a une place qui est réservée, une place essentielle aux illustrations. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est extrêmement difficile de présenter, de décrire une espèce animale ou végétale uniquement par les mots, par le langage. On peut le faire, mais dans ce cas, il faut avoir un langage spécifique en fonction de l'objet que l'on décrit. Le vocabulaire botanique n'est pas le même du vocabulaire utilisé en zoologie. Et en zoologie, le vocabulaire n'est pas le même en fonction des oiseaux, des insectes ou d'autres animaux qu'on va décrire. Une image, ça permet de représenter des choses qui ne sont pas forcément saisissables par le langage, ou en tout cas pas de façon satisfaisante. Il y a une très jolie formule de Jeanneret au début du XVIIIe siècle. Jeanneret, qui est un naturaliste important britannique, l'un des grands fondateurs de la zoologie moderne, et qui explique qu'un ouvrage botanique sans image, c'est comme un ouvrage de géographie sans carte. On a vraiment cette idée que pour faire de l'histoire naturelle, il faut qu'il y ait des illustrations. En sachant que ces illustrations sont toujours quelque chose de coûteux qui se rajoute à la production d'un livre, et encore plus coûteux s'il s'agit d'images en couleur. Et à côté de cet intérêt, je dirais, scientifique pour les images dans les livres, dans les revues, il y a aussi un intérêt de collectionneur parce que l'essor de l'histoire naturelle s'appuie sur de très nombreux collectionneurs qui vont constituer des cabinets de curiosité, et dans ces cabinets on retrouve toute une part de collections d'imprimés uniques ou à grand tirage, ou à tirage important, qui complètent en fait, qui va avec ce besoin de collection. On collectionne et on fait des ouvrages. Et Buffon s'inscrit dans cette histoire. Il y a donc plusieurs siècles avant lui, déjà d'une tradition extrêmement importante d'ouvrages d'histoire naturelle, avec des ambitions très variées, accompagnés par une iconographie souvent spécifique aux ouvrages
imprimés. Et ce qui est remarquable chez Buffon, c'est le côté tout à fait original de l'ensemble de ces images prises dans leur intégralité qui s'accompagnent, qui appuient un projet scientifique. Alors, on voit bien que vous avez expliqué le pourquoi des illustrations, mais justement, il y a dû avoir de tout temps des contraintes techniques, et ces contraintes techniques ont évolué. Alors, celles à l'époque de Buffon ne sont pas les mêmes que par la suite, peut-être. Vous pourriez aussi élaborer là-dessus. Un ouvrage, depuis toujours, et aujourd'hui, en fait, on ne diffère pas trop de ce qui se passe depuis la Renaissance. Éditer un livre est une entreprise économique risquée. On n'est pas sûr d'avoir assez de lecteurs, assez d'acheteurs pour rentabiliser ce que l'on imprime, et encore plus quand il y a des images. C'est un coût non négligeable. C'est tellement un élément important des stratégies éditoriales, y compris dans le domaine scientifique, que certains imprimeurs de la Renaissance évaluent la valeur qu'elle représente au moment, par exemple, d'une transmission en fonction du nombre de planches, de gravures qu'ils possèdent dans leur stock. Donc c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel. Ça veut dire que lorsqu'un ouvrage est édité, il est en quelque sorte adapté aussi à son public potentiel. Si c'est un ouvrage avec peu d'illustrations ou voire pas du tout d'illustrations en petit format, le tirage peut être plus important tout simplement parce qu'il y aura un lectorat plus important. Mais dès qu'il s'agit d'ouvrages un peu plus onéreux, voire tout à fait luxueux, là, pour des raisons de technique, parce qu'on ne peut pas imprimer en couleur à l'époque de Buffon, on est obligé de colorer des planches qui sont au préalable imprimées en noir et blanc, enfin en noir, avec de l'encre noire sur du papier blanc. Et ça, c'est forcément des réalisations extrêmement limitées en nombre. Donc ça veut dire qu'il y a toujours, quelles que soient en fait les époques, puisqu'aujourd'hui on retrouve des préoccupations très similaires, on a des contraintes qui sont des contraintes propre à l'économie du livre, ce qui peut être rentable en fonction du type de réalisation. Et donc, à travers toute l'histoire de l'illustration naturaliste, on va avoir des stratégies variées qui vont se mettre en place, avec par exemple des grandes éditions de luxe, au moins jusqu'à la fin du 19e, ça existe un petit peu après, mais de façon beaucoup plus limitée, avec des très belles planches, très colorées de façon extrêmement fine, et très souvent on a l'impression que l'illustration naturaliste se résume à ces ouvrages de luxe. Mais ces ouvrages de luxe, en fait, sont diffusés à quelques centaines d'exemplaires au mieux, et en fait marquent pas la culture générale de leur temps. Ce qui va être beaucoup plus, efficace en termes de pénétration du savoir scientifique dans l'ensemble de la population, ça va être des techniques de gravure développées à la fin du XVIIIe et surtout qui connaissent un succès incroyable au XIXe, qui est les gravures sur bois debout. C'est une autre façon de prendre le bois avec un autre type de gravure. Ça fait des gravures moins fines que sur métal, mais très résistantes à l'impression. Donc on peut avoir des tirages bien supérieur à ce qu'on pouvait faire autrement. Et là, l'intérêt, c'est que ça démocratise en quelque sorte les images, les illustrations qui sont plus réservées à une sorte d'élite des naturalistes ou des amateurs de bibliophilie. Et ça va imprégner profondément la culture générale, et on va pouvoir découvrir quasiment dès son berceau, en tout cas dès qu'on s'intéresse au monde, des images d'animaux qui ne vivent pas du tout à côté de chez nous, et pratiquement tous les Européens savent parfaitement, et ça quasiment dès la Renaissance, à quoi ressemble un éléphant, même s'ils n'ont jamais vu d'éléphant de leur vie. Il faut bien voir à quel point ça marque les imaginaires, ça marque la construction des cultures.
Et justement, là, au XIXe siècle, cette technique du bois debout, vous avez des exemples d'ouvrages qui ont vraiment eu un impact à ce moment-là? Alors, c'est pas, le problème serait presque d'avoir trop d'exemples à citer, parce qu'il y a à la fois le monde des revues, des périodiques illustrés. En français, on connaît l'illustration, qui porte d'ailleurs bien son nom, qui est vraiment basée sur, sur une sorte de démocratisation de l'image. Mais ça, c'est qu'un élément. Il y a des revues qui paraissent bien avant lui. Et dans le champ de l'histoire naturelle, alors il y a des choses très économiques, il y a des choses un peu plus, déjà un peu plus sophistiquées en termes de réalisation, comme ces deux ouvrages qui paraissent initialement dans les années 1860 en Allemagne, réalisés par un naturaliste, directeur de jardins zoologiques qui s'appelle Brehm, et qui va faire une encyclopédie du monde animal avec des gravures soit intégrées dans le texte, comme ici, c'est des gravures sur bois debout assez traditionnelles, soit de belles planches, comme on a vu juste avant, qui sont des planches hors texte et après qui sont assemblées avec les autres feuillets, dans lequel effectivement il y a des gravures qui se caractérisent non seulement par leur précision, mais surtout par quelque chose qui existe pas du tout chez Buffon, mais c'est assez logique, c'est pas du tout son objectif, qui est de montrer les animaux vivants dans leur milieu naturel. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez typique de cette époque, le milieu du XIXe siècle, où en fait la façon que l'on a de montrer les animaux, parce que là on parle de Buffon et de son histoire naturelle des oiseaux, change assez profondément. On a toujours des images qui présentent les animaux isolés les uns par rapport aux autres. C'est une espèce que l'on illustre. Le but, c'est de permettre la reconnaissance de cette espèce. Mais chez Brehm, au-delà de cet objectif scientifique, didactique ou de diffusion des connaissances, il y a également quelque chose d'autre qui est de montrer les organismes vivants, les animaux en l'occurrence, dans leur milieu naturel, replacés dans la nature, dans des positions qui ne sont plus statiques, comme chez Buffon, qui sont en fait, encore une fois, le plus naturel possible. On voit des prédateurs en train de chasser, en train de s'occuper des femelles, par exemple, qui s'occupent de leurs petits, qui sont en train de jouer. Et c'est ça qui est intéressant chez Brehm, c'est qu'on voit bien en moins d'un siècle, enfin en un siècle de distance entre Buffon et Brehm, une révolution qui est à la fois contenue dans des techniques utilisées, mais également dans un projet scientifique qui change de nature. Il ne s'agit plus de montrer les espèces les unes à côté des autres, mais de montrer le vivant tel qu'il est dans sa nature, dans son milieu naturel. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on voit une différence entre le guide de reconnaissance et puis l'encyclopédie, peut-être aussi? C'est vrai, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que cette idée d'observer, comment dire, c'est quasiment le point de vue de l'observateur qui change. Avec l'ouvrage de Buffon, on est dans une position du collectionneur, du responsable de cabinet de curiosité, qui est face à une collection. Il faut imaginer que le collectionneur, par exemple, le responsable d'une collection de mammifères, les mammifères qu'il a en collection sont morts, ils ne sont pas conservés vivants. Et d'ailleurs, ce que l'on conserve, c'est vrai aussi pour les oiseaux, c'est juste la peau garnie de poils ou de plumes. Tout simplement parce que c'est plus facile à stocker quand on a des milliers d'exemplaires, plutôt que de prendre cette peau, de la monter sur un squelette d'osier ou d'autres choses pour le montrer l'animal vivant. Et là, ce qui se passe au 19e, c'est une sorte de refus de se limiter à ce type d'histoire naturelle, d'étude de la nature, et d'aller dans la nature regarder la nature. Il s'agit plus simplement d'aller dans la nature, récupérer un spécimen qu'on va regarder dans son laboratoire. Il s'agit de regarder la nature vivante, en train d'agir. Derrière tout ça, il y a bien, encore une fois, une révolution qui est marquée par des repères que tout le monde connaît, Darwin par exemple. Mais Darwin
arrive à une époque où cet intérêt des interactions des organismes entre eux est déjà solidement ancré dans la culture. Ce n'est pas Darwin qui invente cela, c'est simplement il va dynamiser cet intérêt. Et d'ailleurs, Brehm, dans l'édition allemande, ça c'est l'édition traduite en français, le texte de Brehm a disparu, on a gardé les images, comme quoi c'était ça le plus important, mais le texte de Brehm a disparu. Et dans l'introduction de l'ouvrage allemand, Brehm explique que l'on ne peut pas étudier les animaux dans les laboratoires, dans le cabinet de curiosité. Il faut aller au contact des animaux vivants, soit dans un jardin zoologique, il en dirige un, soit dans la nature elle-même. Et ça, c'est une révolution profonde qui va être d'ailleurs beaucoup plus marquée dans d'autres pays, pays germanophones ou anglophones qu'en France. En France, on va être bien moins réceptif à cette question. Et par la suite, est-ce que finalement l'introduction de la photographie, puis par la suite de l'image animée, va de nouveau faire un nouveau tournant, enfin aller dans le même sens, mais de façon encore plus profonde? Alors, en fait, la photographie arrive dans un monde où le type d'image permise par la photographie existe déjà sous forme de dessins, de gravures, de représentations, voire même de dispositifs dans des musées, comme les dioramas, qui sont en fait la mise en place d'animaux taxidermisés dans leur environnement naturel. Ils sont d'ailleurs taxidermisés dans des poses le plus vivantes possible, et on recrée autour d'eux la nature dans laquelle ils évoluaient. S'il y a un arbre, s'il y a une rivière, on va les recréer avec un fond peint pour prolonger l'illusion, et on a vraiment l'impression, quand ils sont très très bien réussis, que le diorama est un morceau de nature qu'on aurait bêché avec une bêche géante dans la nature et qu'on aurait replacé dans le musée. Et ça, cet intérêt naît bien avant l'arrivée de la photographie. Autrement dit, lorsque la photographie arrive, cet outil capable justement d'enregistrer en un clic tout un paysage naturel, ben en fait on est déjà habitué, déjà amateur de ce type de représentation. Et la photographie va s'insérer dans des pratiques déjà solidement établies. Et ce qui est absolument fascinant, c'est quand on regarde les premières photographies vers 1895, au moment où elles commencent à devenir vraiment un genre de livre en soi, eh bien, on n'est pas capable de distinguer la photographie d'un diorama, donc dispositif de muséum, de la photographie prise dans la nature. C'est vraiment, par exemple, on peut avoir deux nids d'oiseaux, ben c'est vraiment absolument identique. Donc on voit bien comment la photographie arrive, c'est pas pour concurrencer ou remplacer le dessin, c'est simplement pour prolonger un appétit pour la nature observée dans son environnement naturel. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment tout à fait spectaculaire, c'est que l'engouement pour la photographie animalière, qui est très très observable en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, elle n'est pas du tout en France, ça arrive beaucoup plus tard, avec pratiquement 30 à 40 ans de retard, tout simplement parce que les Français n'ont jamais montré un intérêt très grand de l'étude de la nature dans l'environnement naturel. Il y a eu des naturalistes qui ont été dans la nature, observer la nature, ça existe, mais ça n'a jamais été aussi une sorte de vague, je ne veux pas dire de mode parce que c'est péjoratif, mais vraiment d'engouement pour la société. C'est beaucoup plus marqué et impressionnant, encore une fois, en Angleterre, aux États-Unis ou en Allemagne. Ça se voit toujours de nos jours, puisqu'on a par exemple beaucoup plus d'ornithologues amateurs en Grande-Bretagne qu'en France. Oui, oui. Ou le succès d'un livre qui est paru en même temps que Buffon, écrit par Gilbert White, L'histoire naturelle de Selborne, qui a été un best-seller ahurissant, qui a eu autant de rééditions depuis 1789, la première édition, que la Bible ou Shakespeare. Enfin, c'est l'un des plus gros tirages. Et ce que fait White, c'est vraiment à l'opposé du projet buffonien, qui est, lui, de décrire uniquement ce qu'il voit, ce qu'il observe. C'est un très 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 bon naturaliste, vraiment extrêmement pointu. Et tout ce qu'il décrit, c'est des choses qu'il a vues. Chez Buffon, on n'a pas du tout ça. Il ne s'intéresse pas à la nature. Il s'intéresse à faire une œuvre qui va le marquer notamment comme
grand auteur, grande plume de la littérature, mais un grand styliste, mais il n'y a pas cette étincelle vraiment naturaliste qui consiste à dire, ben voilà, je vais passer des heures à regarder ce petit coin pour voir ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment, ça montre bien ceci. Et White est très souvent cité comme en étant en quelque sorte à l'avant-garde de ce mouvement qui va se traduire 70 ans après la parution de son livre chez Brehm, qui est de montrer la nature vivante dans le milieu naturel. Du coup, le film embraye après, le film naturaliste sur ce genre de choses. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les bouleversements qu'amène le numérique vont encore dans un autre sens et ce que je pourrais dire investissent le champ de l'histoire naturelle de façon différente? Le numérique bouleverse beaucoup de choses, y compris l'histoire naturelle et la façon que l'on a de travailler avec des images en histoire naturelle. Alors il y a deux exemples que je peux fournir. Le premier exemple, c'est que pendant longtemps, si on voulait voir un ouvrage comme ce Brehm, comme les Buffons illustrés qui sont conservés ici, ben, il fallait aller dans une bibliothèque, il fallait parfois justifier la demande de voir des ouvrages rares et souvent fragiles. C'était en petit nombre. Les ouvrages les plus rarissimes, il fallait parfois changer de pays pour pouvoir les examiner. Et c'est vrai que le numérique a rendu tout cela beaucoup plus facile. On peut consulter des ouvrages qui existent en un exemplaire dans une seule bibliothèque. S'ils ont été numérisés, c'est possible. Il y a un accès facile aux ouvrages, notamment anciens, qui rend le travail de l'historien, mais aussi de tous les amateurs qui s'intéresseraient à ça, totalement différent. Vraiment, c'est une révolution en termes de travail sur les archives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les archives, mais ça permet d'avoir une approche, d'avoir des questionnements, d'avoir des interrogations qu'on ne pouvait pas avoir avant l'arrivée du numérique. Et il y a un deuxième aspect, côté de cet aspect, je dirais, patrimonial, qui est le fait d'avoir la possibilité, grâce à notamment son smartphone, de prendre des photographies et de tout de suite, par exemple, les faire déterminer. Il y a une application qui s'appelle PlanteNet, on peut facilement la citer, qui révolutionne totalement la détermination de plantes avec une très grande précision. Il suffit avec son appareil de téléphone de prendre une photo de la fleur, des fruits, des feuilles et on a une détermination. Il faut connaître un petit peu quand même la botanique pour être sûr que le nom que l'on a corresponde bien à la réalité, parce qu'il peut y avoir, surtout si on photographie des choses comme les feuilles qui sont relativement imprécises, on a besoin d'avoir un petit plus. Et ça, c'est quelque chose qui change complètement, où le fait, par exemple, où il y a des sites où on peut poster une photo, par exemple pour les insectes ou pour les oiseaux, et des naturalistes confirmés vont, s'ils le peuvent, donner un nom à l'animal que l'on voit sur cette photo. Ça, c'est tout cet aspect participatif change complètement la façon de faire de l'histoire naturelle, parce que dans tous les cas, ça rend l'accès aux connaissances, mais aussi facilite la pratique naturaliste, d'une certaine façon en démocratisant les choses. Bien sûr, on peut en faire aussi une lecture critique. Lorsqu'on avait autrefois une flore imprimée sur papier, pour s'en servir, c'était parfois un long calvaire, mais en tout cas pour s'en servir, il fallait acquérir des connaissances botaniques. Très vite, on savait reconnaître la famille de plantes que l'on avait sous les yeux. On voyait ce que c'était, à quelques exceptions près, mais globalement on voyait. On n'avait pas forcément la capacité de mettre un nom d'espèce, mais du moins on avait une idée générale de l'apparence de la fleur, de la structure, etc. Là maintenant, il suffit de faire un clic, pouf, on a un nom qui sort comme le lapin du chapeau du magicien, sans qu'on sache trop le mécanisme qu'il y a derrière. Et ça, c'est effectivement, c'est un peu une perte de savoir. Mais néanmoins,
quand on pratique un peu la botanique, on voit à quel point, par exemple, certaines familles sont difficiles à déterminer, les orchidées, les ombellifères, etc. C'est vrai que quelque chose comme d'avoir ou les graminées, par exemple, d'avoir une détermination très rapide, c'est vrai que c'est quand même assez appréciable. Il y a aussi la science participative qui est un grand plus peut-être. Et qui participe en fait, qui est largement alimentée. Alors là, c'est plus des illustrations vraiment, puisque c'est pas destiné à être un jour imprimé dans un ouvrage ou même cité quoi que ce soit. C'est plus des images que l'on fait. C'est une nouvelle histoire en quelque sorte des images. Et en plus, ce qui est vraiment très très spectaculaire, c'est que, sans faire de la pub du tout pour des appareils techniques, mais c'est vrai que les smartphones arrivent à avoir des capacités optiques vraiment absolument exceptionnelles. Et ça, c'est vrai que ça permet en quelque sorte d'élargir le champ des possibles, à condition que ça soit toujours accompagné probablement d'une ambition didactique pour acquérir au final des connaissances. Parce que si c'est juste une sorte de consommation de la détermination ou du nom, de l'usage des images, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous diriez que le numérique va nous emmener, surtout pour l'histoire naturelle, dans un au-delà du livre ou dans une fin du livre même carrément, puisque l'idéal, enfin l'objectif de Buffon semble un peu du coup dépassé complètement par ces nouvelles techniques. Oui, non. Si on replace la pratique de l'histoire naturelle depuis la Renaissance, c'est une aventure qui a toujours été collective. On a toujours échangé des spécimens, on a échangé des lettres, c'est l'origine des journaux scientifiques, des publications scientifiques, c'était à l'origine de la correspondance qu'on s'échangeait. Il y a eu très tôt par exemple des choses qu'on découvre avec étonnement à la Renaissance, des listes noires par exemple, de quelqu'un qui aurait accaparé des spécimens arrivant dans un port qui était destiné à un autre naturaliste. Ça en général, il va être placé sur une liste noire pour éviter d'échanger après avec lui. Donc il y a énormément, c'est vraiment une affaire humaine de relations de communication. Il n'y a pas qu'un projet intellectuel de science pure comme ça, il y a vraiment une œuvre collective. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la collectivité qui s'intéresse à un sujet, qui partage des informations. Avec beaucoup d'égo derrière, mais quand même, c'est la base. Et en fait, le numérique ne va pas radicalement changer ça. Simplement, ça change les pratiques sociales inhérentes, je dirais, à l'aventure naturaliste, mais sans doute en facilitant, en rendant les choses peut-être un peu plus démocratiques que ce qui pouvait exister à la Renaissance.